Salut tout le monde! Après avoir découvert le début du design automobile japonais, nous allons maintenant comprendre comment le Japon a réussi à se faire une place sur la scène automobile internationale. Un empire bouleversé par la modernité qui a su hisser ses marques au plus haut niveau. Suite à notre épisode précédent, l'ouverture du Japon à l'Occident a complètement repensé la façon de vivre du peuple nippon. Car la culture traditionnelle japonaise vient en opposition avec celle occidentale. Par exemple, le kimono, c'est l'habit traditionnel japonais et il n'existe qu'en deux tailles, hommes et femmes. Il n'est pas vraiment conçu pour s'adapter au porteur, car c'est le porteur qui est dans l'obligation de s'adapter au tissu. Le kimono ne met également pas en valeur les mêmes éléments que la mode occidentale. Car au contraire de la poitrine, des hanches et des fesses, le kimono met en valeur le torse, car il représente l'aspect le plus solide du corps, une solidité qui devient alors un symbole primordial dans la culture d'un pays qui doit faire face à des catastrophes naturelles de manière récurrente. Cette philosophie d'uniformité va donc devoir se retrouver dans la conception automobile, car les modèles japonais qui s'inspirent des marques américaines et européennes ont du mal à se standardiser. Les berlines américaines sont bien trop imposantes et ostentatoires, alors que les voitures européennes offrent un gabarit idéal, mais le style ne convient pas à une possible exportation aux États-Unis. Les Japonais n'avaient alors pas de meilleure option que de choisir le gabarit des voitures européennes, mais du point de vue de la conception et du marketing, ils ciblaient clairement les États-Unis, qui étaient le premier et le plus important marché d'exportation. Ainsi inspiré de la mode américaine, mais européenne dans l'esprit, la voiture japonaise des années 60 devient alors un mélange unique de tendances européennes et de kitsch américain. Cette philosophie d'uniformité va donc se retrouver dans la conception automobile, car les modèles japonais qui s'inspirent des marques européennes et américaines ont du mal à se standardiser. En 1961, le MITI réorganise l'industrie automobile japonaise et en résulte une toute nouvelle structure qui se définit en deux groupes. Le premier est consacré à Toyota et Nissan, qui sont les seuls producteurs de voitures de masse qui disposent d'une gamme complète de véhicules. Le deuxième groupe était lui composé de petites entreprises liées à des constructeurs américains comme Mitsubishi avec Chrysler, Isuzu et General Motors, ou encore Toyo Kogyo à Ford, auxquels s'ajoutent également les deux marques issues du secteur du deux roues, Honda et Suzuki. Au cours de ce processus, Toyota et Nissan ont élargi leur gamme dans le but de s'aventurer sur le marché national et celui de l'exportation. Les deux marques prennent alors des chemins différents car Nissan cherche à être un constructeur technologique destiné à l'international, alors que Toyota se voulait être synonyme de qualité, sans compromis et de valeurs japonaises. Les noms attribués aux différents modèles soulignent clairement les approches différentes. Le président de Nissan, Katsuji Kawamata, était un amoureux de l'Amérique. Les Nissan ont donc reçu des noms tels que Bluebird, en référence à la musique Over the Rainbow chantée par Judy Garland dans Le Magicien d'Oz, Fair Lady, dont le nom vient du film My Fair Lady, interprété notamment par Audrey Hepburn, ou encore Cédric de l'histoire du petit Lord Fauntleroy. Toyota, de son côté, a donné des noms en lien avec son histoire impériale, et plus particulièrement la couronne, car c'est cet accessoire qui va permettre l'identification des modèles de la gamme. Chacune des voitures tient alors son nom d'une traduction ou d'une référence à une couronne. La Crown tire son nom de la traduction anglaise, la Corona de l'italien, la Corolla est-elle la couronne de pétales d'une fleur, ou encore Camry, qui est un anglicisme de Kadmuri, couvre-chef porté par les hommes adultes dans la cour impériale japonaise. C'est ainsi que Toyota et Nissan vont peu à peu transformer leur rivalité en guerre commerciale, notamment avec la bataille de la voiture la plus vendue au Japon, qui se joue entre la Bluebird et la Corona. Avec de nouveaux modèles de petites voitures, les Japonais entrent enfin dans la compétition mondiale à partir de 1963. Datsun innove avec la Bluebird 410, dont le design soigné est signé Pininfarina et dont le style concurrence la Lancia Fulvia. La Corona, de son côté, transpire la modernité en comparaison de la Fiat 124 qui sortira 2 ans plus tard. En comparaison des voitures européennes, les Japonais se démarquaient par un souci du détail plus sophistiqué et une approche ostentatoire plus proche des Américains qui définit des calandres plus grandes avec plus de chrome que leurs homologues européennes.
En 1967, la nouvelle génération de Bluebird devient le premier succès mondial japonais. La voiture plaît aux Américains et va pousser le nouveau continent à acheter japonais. Les chiffres des exportations montent en flèche et vont même être multipliés par 7 pour Nissan et par 10 pour Toyota. Avec leur carrosserie tricorps unique à deux portes, la Corolla et Sunny étaient tout aussi similaires dans leur concept que différentes dans leur style. La Datsun était plus nette et européenne et aurait bien pu côtoyer une Opel Kadett ou une Fiat 128 en Europe. La Toyota présentait elle un design plus affirmé, caractérisé par des lignes fluides et une face avant soigneusement dessinée, relevée par un soupçon d'yeux manga. À l'autre extrémité du spectre, avec une longueur de 4,7 mètres, les Toyota Crown et Crown 8 étaient presque devenues de grosses voitures américaines, arborant des chromes et des soupçons d'ailerons, une tendance que j'explique dans ma vidéo sur la guerre du design américain. Les voitures haut de gamme des autres marques japonaises se sont donc grandement inspirées du style américain, notamment Prince avec la Gloria et Grand Gloria, qui ressemblaient de plus en plus à une Buick, tout comme Mitsubishi avec la Debonair. Mais les berlines ne sont pas seulement les véhicules qui plaisent aux Américains, car Toyota et Nissan vont s'insérer sur les immenses berlines statutaires que l'on appelle limousines. 1965 annonce alors l'arrivée de la limousine phare de Nissan, pour laquelle le nom s'avère très américain, la President. La réaction de Toyota arrive en 1967 et porte un nom tout aussi symbolique de la marque, Century, commémorant le centenaire de l'ère Meiji. Mais après les berlines et limousines, une autre catégorie de voitures est en vogue dans les années 60, les muscle cars et pony cars. Les constructeurs japonais s'inspirent alors de cette tendance sportive que j'explique dans une de mes précédentes vidéos. Les voitures adoptent alors la ligne fastback et démontrent un caractère bien plus orienté vers un compromis stylistique que réellement lié aux performances. Car les voitures sont bien plus petites et ne transportent pas l'histoire incarnée par leurs homologues américaines. C'est ainsi que Honda reprend des airs de Dodge Coronet, la Nissan Skyline s'inspire de la Pontiac Firebird, pendant que Toyota réinterprète la Ford Mustang avec la Celica. Le marché américain semblait donc apprécier ces voitures plus économiques car elles n'offraient pas moins de glamour que leurs véhicules nationaux. Cette tactique permit de multiplier par 20 la production en passant de 165 000 unités en 1960 à près de 4,5 millions en 1975. C'est ainsi que la voiture japonaise a réussi dans les années 70 à établir la nouvelle norme de voiture de marché de masse mondiale. Une nouvelle norme qui va énormément déstabiliser les grands groupes américains. Avant le résumé, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce en l'air. Pour résumer, les Japonais se sont inspirés des voitures américaines et européennes pour établir les standards de l'automobile japonaise. Destinés à l'exportation, ces véhicules vont clairement cibler le marché américain par des références stylistiques, culturelles ou encore sportives. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve au prochain épisode, prenez bien soin de vous, allez ciao!